Chapitre 1, le cauchemar d'un père. Leonardo Eriksson arriva avec 30 minutes de retard à la fête des 6 ans de son fils Nathan, s'attendant à retrouver le chaos habituel des rires d'enfants et des visages maculés de gâteaux. Au lieu de cela, il se retrouva face à une scène qui le hanterait à jamais et le transformerait en quelque chose que ses ennemis apprendraient à craindre. Le salon était rempli de la famille de Rosalyn. Son père, Carmen Sanchez, tenait sa cour comme un roi. Sa sœur, Leticia Sanchez, enregistrait tout sur son téléphone avec une joie malicieuse. Mais c'est la vue au centre de la pièce qui glaça le sang de Leonardo. Son fils de 6 ans, Nathan, était agenouillé sur le parquet, les larmes aux yeux. Il mangeait le gâteau d'anniversaire dans une gamelle en métal qui appartenait à leur berger allemand, Rex. Ses petites mains tremblaient tandis qu'il essayait de manger sans utiliser de couvert. Le gâteau s'émiettait entre ses doigts. Les animaux mangeaient par terre. Carmen rit, sa voix imbibée de bière résonnant dans la pièce. « Ça te va bien, mon garçon ? Regardez-le partir. » Leticia ricana en zoomant avec son téléphone. « On devrait peut-être lui acheter un collier l'année prochaine. » Les autres membres de la famille, cousins, tantes, oncles, riaient tous avec lui, le visage cruellement amusé. Mais ce fut la réaction de Rosalyn qui brisa quelque chose de fondamental dans la poitrine de Leonardo. Sa femme, avec qui il était marié depuis 8 ans, regardait, les bras croisés, sans rire, mais sans s'arrêter non plus. Pire encore, il y avait quelque chose de presque satisfait dans son expression, comme si cette humiliation était méritée. Nathan leva brièvement les yeux et aperçut son père dans l'embrasure de la porte. L'espoir qui brillait dans les yeux de l'enfant fit aussitôt place à la honte tandis qu'il retournait rapidement manger dans son bol. « Papa est rentré » cria Rosalyn avec une fausse gaieté. « Regarde, mon chéri, Nathan apprend les bonnes manières. Ma famille pensait que ça lui apprendrait à être moins exigeant. » L'entraînement militaire de Leonardo fit son effet. Ce même calme contrôlé qu'il avait maintenu en vie pendant ses 3 missions en Afghanistan. Il scruta la pièce comme un champ de bataille, cataloguant chaque visage. Chaque personne ayant participé à l'humiliation de son fils. La rage qui montait en lui était volcanique, mais son expression restait parfaitement neutre. « Fait intéressante, » dit-il doucement en sortant son téléphone et en lançant discrètement un enregistrement vidéo. « Très instructif » rota Carmen bruyamment. Le gamin avait besoin d'apprendre à connaître sa place. Il est devenu trop arrogant ces derniers temps, il exige comme un prince. « Ouais » ajouta Leticia, toujours en train de filmer. Rosalyn nous raconta sa colère à propos de son désir d'une vraie fête comme les autres enfants. Voilà ce qui arrive quand on les gâte. Leonardo s'agenouilla près de son fils, la voix douce. « Dis donc, mon pote, pourquoi n'irais-tu pas te laver les mains et le visage ? J'ai apporté quelque chose de spécial pour toi. » Nathan se leva précipitamment, les joues couvertes de gâteau, et courut vers la salle de bain. Leonardo le regarda partir, puis se tourna vers la foule rassemblée avec un sourire qui ne lui parvint jamais aux yeux. « Eh bien, quelle fête ? Je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. Terminé. » Carmen se leva, titubant légèrement. « On ne fait que commencer. De plus, c'est aussi la maison de Rosalyn, et nous sommes sa famille. » Bien sûr, Leonardo acquiesça amicalement. « Mais j'ai du travail à rattraper. Demain matin. » Tandis que la famille Sanchez rassemblait ses affaires à contre-cœur, Leonardo aida à ranger avec une efficacité mécanique. Mais son esprit travaillait déjà, cataloguant tout ce dont il avait été témoin, planifiant avec la même précision méthodique qui avait fait de lui l'un des officiers de renseignement les plus efficaces de l'armée. Après le départ de tout le monde, il trouva Nathan dans sa chambre, recroquevillé sous ses couvertures. « Papa, je suis désolé de les avoir énervés » murmura le petit garçon. Leonardo s'assit au bord du lit, le cœur brisé et endurci à la fois. « Tu n'as rien fait de mal, fiston. »« Absolument rien. Mais maman a dit que j'étais gourmand, que je voulais une vraie fête d'anniversaire. Elle a dit que j'avais besoin d'apprendre. » De quel genre d'apprentissage maman pensait-elle que c'était ? La voix de Nathan devint encore plus faible. Elle a dit que certains enfants ne méritaient pas de vraies fêtes. Que je devrais être reconnaissant pour quoi que ce soit. Leonardo borda son fils et l'embrassa sur le front. « Dors un peu, mon pote. Demain sera différent. » Ce soir-là, Leonardo était assis dans son bureau à la maison, visionnant la vidéo qu'il avait enregistrée. La cruauté désinvolte, l'humiliation coordonnée,
la façon dont sa propre femme avait orchestré l'humiliation de son fils, tout était là en haute définition. Mais en examinant les images, il remarqua autre chose. Santiago Cunningham, l'ami de Rosselin, du travail, se dissimulait en arrière-plan de plusieurs plans. L'homme qui venait plus souvent ces derniers temps, toujours lorsque Leonardo voyageait pour son entreprise de conseil en sécurité. Leonardo sortit son ordinateur portable et commença ses recherches en utilisant des compétences acquises au cours de ses années de travail dans le renseignement militaire. Relevés téléphoniques, réseaux sociaux. Relevé de cartes de crédit. Il avait accès à tout. Et ce qu'il trouva donna à l'humiliation de son anniversaire des allures de mise en scène. Santiago et Rosselin se voyaient régulièrement depuis 8 mois. Reçus d'hôtel, notes de restaurant, et même un bijou que Leonardo n'avait jamais vu sa femme porteur. Mais plus accablant encore étaient les SMS récupérés dans la sauvegarde cloud de Rosalind. Des conversations sur le fait que Nathan entravait leur relation, que l'enfant était un bien endommagé qui serait mieux ailleurs. Le dernier message envoyé quelques heures avant la fête glaça Leonardo. Assurez-vous que le petit morveux connaisse sa place aujourd'hui. Peut-être que son père verra enfin à quel point il est un fardeau. Leonardo ferma l'ordinateur portable et se dirigea vers son coffre-fort, en sortant un SIG Sauer P226, son arme de service d'Afghanistan. Il vérifia le mécanisme, chargea un chargeur et le posa sur son bureau à côté d'une bouteille de bourbon. Pendant 3 heures, il resta assis dans le noir, aux prises avec des pensées qui auraient horrifié l'homme qu'il était hier. À l'aube, sa décision était prise. Le vieux Leonardo Erickson, le mari aimant, le père indulgent, l'homme qui croyait aux secondes chances, était mort en voyant son fils manger son gâteau d'anniversaire dans une gamelle. Ce qui émergea de ce bureau était bien plus dangereux. Un homme n'ayant plus rien à perdre et toutes les compétences nécessaires pour faire payer à ses ennemis chaque instant d'humiliation de son fils. Chapitre 2. L'évaluation du soldat. Le lendemain matin, Leonardo déposa Nathan à l'école et se dirigea vers son bureau chez Ericsson Security Solutions. Son entreprise fournissait des conseils en sécurité haut de gamme à des clients fortunés, mais c'était une façade pour des services plus spécialisés, du genre qui requérait son expérience particulière dans le renseignement militaire et les opérations spéciales. Son assistante, Jean Kerr, leva les yeux lorsqu'il entra. « Vous êtes en avance aujourd'hui. Comment s'est passée la fête de Nathan ?» « Éducative », répondit Leonardo. Le même mot qu'il avait utilisé la veille. « Jean, j'ai besoin que tu libères mon agenda pour la semaine prochaine. Dis à nos clients, je mène une évaluation de sécurité complète. » Pour quel client ? Un projet personnel. Jen travaillait pour lui depuis 4 ans et savait qu'il valait mieux ne pas poser de questions lorsqu'il utilisait ce ton. Elle avait entrevu l'homme sous son apparence d'homme d'affaires, l'efficacité froide qui se dégageait lorsque quelqu'un menaçait ce qu'il protégeait. Dans son bureau privé, Leonardo activa le système d'insonorisation et commença à passer des appels. Le premier était destiné à Bruce Landry, un ancien opérateur de la Delta Force qui dirigeait désormais des services d'enquête discrets. « Léo, que puis-je faire pour toi ? J'ai besoin d'un bilan complet sur Santiago Cunningham et la famille Sanchez. Tout, finances, relations, faiblesses, secrets, aucune limite aux méthodes. Cela semble personnel. Ça l'est. À quelle vitesse peux-tu agir ? Donne-moi 48 heures pour le rapport préliminaire, 1 semaine pour l'analyse approfondie. Tu as 24 heures pour tout. L'argent n'est pas un problème. » Le deuxième appel fut lancé. À Dustin Bright, un ancien spécialiste du renseignement militaire qui avait déjà aidé Leonardo sur des opérations sensibles. J'ai besoin d'installer du matériel de surveillance à mon domicile. Une couverture audio et vidéo complète. Totalement indétectable. J'ai également besoin d'une surveillance sur plusieurs téléphones portables et comptes e-mail. Quand est-ce que cela doit être fait ? Aujourd'hui, pendant que ma femme est au travail. Considérez que c'est fait. Le troisième appel était le plus important. Michael Sims, un ancien Navy SEAL reconverti dans les contrats militaires privés. Léo, ça fait un bail. Quelle est la situation ? J'ai besoin d'une équipe en alerte. Discrète, professionnelle, sans poser de questions. Le genre de travail que nous faisions à l'étranger, mais avec des enjeux plus personnels. À quel point ? Quelqu'un a blessé mon fils. Plusieurs personnes. La ligne est restée silencieuse un instant. Michael avait ses propres enfants. Quels sont les paramètres de la mission ?
Destruction psychologique et physique totale des cibles. Pas de dommages physiques permanents au départ, mais je veux qu'elles soient complètement anéanties. Compris. Quand devons-nous agir? Je vous tiendrai au courant. Mais Muel, quand cela sera actif, il n'y aura pas de recul. Ni pitié, ni pardon, ni pardon. Limite. Bien reçu. On sera prêt. À midi, l'équipe de Dustin avait installé du matériel de surveillance de qualité militaire dans toute la maison de Leonardo. Des caméras de la taille d'une tête d'épingle, des capteurs audio capables de détecter les chuchotements à 15 mètres de distance et des écoutes réseau capturant toutes les communications numériques. Leonardo rentra déjeuner, soi-disant pour vérifier quelque chose qu'il avait oublié. En réalité, il installa des appareils supplémentaires dans la voiture de Rosselin, son sac à main et sa boîte à bijoux. Si elle éternuait, il le saurait. Ce soir-là, il joua parfaitement le rôle du mari inquiet. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» demanda-t-il tandis que Rosselin préparait le dîner. « Bien, stressant. Je crois que la fête d'hier était trop intense pour Nathan. Il semblait contrarié ce matin. »« Je ne vois pas pourquoi, » dit Leonardo d'un ton neutre. C'était vraiment mémorable. Ma famille essayait juste de lui apprendre l'humilité. Il est gâté ces derniers temps. Même Leonardo sirota son vin en regardant sa femme s'affairer dans la cuisine. 8 ans de mariage et il ne la voyait clairement que maintenant. Comment va le travail? Je passe encore beaucoup de temps sur ce projet Soniago. La main de Rosselin s'arrêta une fraction de seconde pendant qu'elle coupait des légumes. Ça me tient occupé. Il est exigeant. J'en suis sûr. Cette nuit-là, après que Rosselin se soit endormi, Leonardo visionna les images de surveillance de la journée sur son ordinateur portable. Sa femme avait passé 17 appels téléphoniques à Santiago, dont une conversation explicite sur le fait de le rencontrer le lendemain alors que Nathan était à l'école et que Leonardo était censé être en déplacement professionnel. Mais c'est la dernière conversation de la journée qui scella le destin de Rosin. Elle avait appelé sa sœur Laetitia et leur discussion avait décidé Leonardo pour lui. Le truc de l'anniversaire était parfait, avait dit Rosselin. Tu as vu comme il avait l'air brisé. Santiago pense que si on continue à insister, Léo finira par se rendre compte que les enfants lui causent plus d'ennuis qu'il n'en vaut la peine. Quel est le problème? Fin de partie? Avait demandé Laetitia. Santiago a des contacts dans le système d'accueil familial. Il existe des moyens de faire disparaître un enfant, surtout si l'on s'interroge sur la stabilité du père et sur Léo. Une fois Nathan parti, Léo se pliera aux règles ou trouvera un moyen de se débarrasser de lui aussi. Santiago a déjà fait ça. Leonardo en avait assez entendu. Il ferma l'ordinateur portable et se dirigea vers la chambre de Nathan, se tenant sur le seuil, à regarder son fils dormir. L'enfant représentait tout le bien que Leonardo avait. Innocent, confiant, plein de potentiel, et ces gens voulaient le détruire pour leur propre profit. Leonardo retourna à son bureau et ouvrit un canal de communication sécurisé. Le message qu'il envoya était bref mais complet. L'opération Bouclier d'Or est active. Toutes les cibles sont confirmées. Règles d'engagement hostile. Escalade illimitée autorisée. Les réponses de son équipe sont arrivées en quelques minutes. Bien reçu. Le jeu est lancé. Chapitre 3. La toile se déploie. Le rapport préliminaire de Bruce Landry arriva 18 heures plus tard, et il dressait un tableau plus sombre que Leonardo ne l'avait imaginé. Santiago Cunningham n'était pas seulement un adultère. C'était un prédateur dont l'histoire s'étendait sur 2 décennies. Le rapport détaillait les méthodes de Santiago. Il ciblait des femmes mariées avec enfants, les séduisait, les manipulait pour les éloigner de leur père, puis aidait à organiser leur placement en famille d'accueil grâce à son réseau d'assistants sociaux corrompus. Les enfants disparaissaient dans un système où Santiago et ses associés avaient facilement accès à des mineurs vulnérables. Cette famille furent détruites, 12 enfants disparus et placés en famille d'accueil, leurs pères discrédités ou éliminés. Le réseau de Santiago comprenait des juges aux affaires familiales, des agents des services de protection de l'enfance et même des policiers qui déposaient de fausses plaintes si nécessaire. Mais la preuve la plus accablante était financière. Santiago avait reçu des paiements de riches pédophiles pour avoir accès aux enfants qu'il avait aidés à voler à leur famille. L'humiliation de son anniversaire n'était pas seulement de la cruauté. C'était une préparation, préparant Nathan à un sort pire que la mort. Leonardo lut le rapport 2 fois. Son entraînement militaire se mêlait à la rage paternelle.
À la fin, la rage avait gagné. Il convoqua immédiatement une réunion d'urgence avec son équipe dans un lieu sûr, un entrepôt abandonné utilisé par son entreprise. Exercice d'entraînement. Michael Sims arriva le premier, suivi de Bruce Landry et de Dustin Breitheit. Les trois hommes avaient servi aux côtés de Leonardo à divers postes et ils reconnurent son regard. « Messieurs, commença Leonardo, ce que je vais partager avec vous change la nature de notre opération. Il ne s'agit plus seulement de vengeance. Il s'agit de prévenir de futures victimes. » Il exposa toute l'opération de Santiago, le réseau de corruption, les enfants victimes de la traite. Un silence de mort s'installa dans la salle tandis que les implications se précisaient. « Bon sang, murmura Bruce. Combien d'enfants? Au moins 12, confirmé. Probablement plus. Et mon fils allait être le numéro 13. Michael fit craquer ses articulations. Quel est le plan? Démantèlement total du réseau. On commence par la famille Sanchez. Ce sont les maillons faibles. On les utilise pour atteindre Santiago et son réseau. Puis on remonte la chaîne jusqu'à ce que toutes les personnes impliquées soient neutralisées. Neutralisées. Comment? Demanda Dustin. Définitivement, si nécessaire. Ces gens ont été protégés par la corruption et l'intimidation pendant des années. Ils se croient intouchables. Le sourire de Leonardo était plus froid que l'hiver. Ils sont sur le point d'apprendre le contraire. Ce soir-là, Leonardo mit son plan à exécution. Il dit à Roslin qu'il devait se rendre à Denver pour une urgence client, lui offrant ainsi l'occasion idéale de rencontrer Santiago. Je serai absent 3 jours, dit-il en préparant un sac pour le spectacle. Ça te va, Nathan? Bien sûr. En fait, mon père voulait l'emmener pêcher ce week-end. Laisse-moi un peu de temps pour rattraper mon retard au travail. Ça a l'air sympa. Nathan adore passer du temps avec ta famille. Roslin mentit si facilement que Leonardo faillit l'admirer. Compétence. Presque. Après avoir embrassé son fils, Leonardo se rendit à l'aéroport, mais ne prit jamais son vol. Il retrouva son équipe dans une planque de l'autre côté de la ville, où il surveillait les moindres faits et gestes de leur cible grâce au réseau de surveillance. En quelques heures, les pièges commencèrent à se déclencher. Carmen Sanchez reçut un appel d'un prétendu enquêteur du fisc l'informant que ses prestations d'invalidité étaient examinées pour fraude. L'appelant, en réalité Bruce, utilisa un modificateur de voix pour fixer un rendez-vous pour le lendemain matin dans un bâtiment gouvernemental fictif. Laetitia reçut un message d'une agence de mannequins l'informant qu'ils avaient vu ses photos Instagram et souhaitaient discuter d'un contrat. L'adresse menait à un studio vide où des caméras cachées enregistreraient son humiliation lorsqu'elle réaliserait avoir été dupée. Mais l'événement principal fut la rencontre de Santiago avec Roslin à l'hôtel Riverside. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Dustin avait remplacé le personnel de nettoyage habituel par ses propres agents, installant du matériel d'enregistrement dans leur chambre habituelle. Leonardo observait la vidéo depuis son poste de commandement, documentant chaque mot, chaque geste, chaque détail de leur trahison. Mais il ne se contentait pas de rassembler des preuves. Il étudiait leur psychologie, découvrait leurs faiblesses, se préparant à exploiter la moindre de leurs vulnérabilités. La première phase est terminée, dit-il à son équipe tandis qu'ils observaient Santiago et Roslin planifier le retrait de Nathan de la garde de Leonardo. Demain, on commence à faire pression. Je veux qu'il se sente impuissant, confus, terrifié. Je veux qu'il comprenne ce que mon fils a ressenti en mangeant ce bol. Et après ça, demanda Michael. L'expression de Leonardo aurait pu glacer le sang. Après ça, on leur fait goûter une humiliation dont ils s'étoufferont pendant des années. Et puis on s'assure qu'ils ne fassent plus jamais de mal à un autre enfant. L'ancien Leonardo Erickson croyait en la justice par les voies appropriées, au respect des règles et à l'autorité. Mais cet homme était mort en regardant la fête d'anniversaire de son fils. Il ne restait plus qu'une arme aux ressources illimitées, à l'entraînement spécialisé, et absolument plus rien à perdre. La guerre pour l'avenir de Nathan allait commencer. Chapitre 4. Guerre psychologique. La campagne de Leonardo commença à l'aube avec une précision chirurgicale. Tandis que ses cibles dormaient paisiblement, se croyant en sécurité dans leur réseau de corruption, son équipe ils ont démantelé leur monde pièce par pièce. Carmen Sanchez s'est réveillée et a découvert les pneus de son camion crevé et sa boîte aux lettres remplie de documents officiels affirmant qu'il devait 47 000 $ d'arriérés d'impôts. Les documents étaient falsifiés de main de maître, avec des numéros de dossier qui seraient vérifiés si quelqu'un prenait la peine de les vérifier.
Laetitia a découvert que son identité avait été volée pendant la nuit. Ses cartes de crédit ont atteint leur plafond pour des achats qu'elle n'a jamais effectués, ses comptes bancaires ont été gelés pour activités suspectes et ses comptes de réseaux sociaux ont été piratés pour publier des contenus embarrassants qui ruineraient sa réputation. Mais le tourment de Santiago était plus complexe. Il est arrivé à son bureau et l'a trouvé grouillant d'agents du FBI menant une enquête de routine sur des irrégularités financières. Les agents étaient réels. Bruce avait fait appel à ses contacts fédéraux, mais il n'était pas là pour Santiago. Ils enquêtaient sur l'entreprise voisine. La confusion allait durer des heures, pendant lesquelles les employés et les clients de Santiago le verraient suer et paniquer. Leonardo surveillait tout depuis son centre de commandement, ajustant ses tactiques en temps réel, tel un général dirigeant une bataille. Chaque action était conçue pour créer une pression psychologique maximale tout en ne laissant aucun lien traçable avec lui. Deuxième étape. Initié, dit-il à Michael par communication cryptée. Cibler Roselyne sur son lieu de travail. Roselyne travaillait comme coordinatrice à l'école primaire Sainte-Catherine. Ironiquement, elle contribuait à protéger les enfants du prédateur auquel elle livrait son propre fils. Le plan de Leonardo pour elle était d'une cruauté et d'une élégance particulières. Dustin avait infiltré le système informatique de l'école et introduit des preuves suggérant que Roselyne détournait des fonds destinés aux activités étudiantes. Les preuves étaient entièrement fabriquées, mais savamment élaborées. Lorsque le directeur découvrit les anomalies, Roselyne se retrouva sous le coup d'une enquête du conseil scolaire et des forces de l'ordre. Mais le véritable coup de maître survint lorsque Nathan appela sa mère pendant le déjeuner. « Maman, il y a des policiers à mon école qui posent des questions sur toi. Ils voulaient savoir si tu avais déjà amené des hommes étranges autour de moi. » L'appel, orchestré par Leonardo grâce à un contact des services de protection de l'enfance, paniqua Roselyne. Elle se précipita à l'école de Nathan, mais ne trouva aucun policier et une directrice perplexe qui ne comprenait pas de quoi elle parlait. « Madame Erickson, vous sentez-vous bien ? Vous semblez angoissée. » Le doute sur la stabilité mentale de Roselyne avait été semé dans l'esprit d'une personne travaillant auprès d'enfants. C'était un investissement à long terme qui porterait ses fruits plus tard. Pendant ce temps, Santiago gérait ses propres problèmes de plus en plus graves. Sa voiture avait été saisie pour des contraventions de stationnement impayées, mystérieusement apparues dans le système pendant la nuit. La société de gestion de son immeuble avait reçu une information anonyme concernant des activités suspectes dans son logement, ce qui avait donné lieu à une inspection qui n'avait rien révélé, mais avait laissé des traces écrites suggérant qu'il faisait l'objet d'une enquête. Le plus dommageable, c'est que ses contacts dans le système de placement familial ont commencé à recevoir des appels d'une équipe fédérale enquêtant sur le trafic d'enfants. Ces appels n'étaient pas réels, mais ils ont suffi à réduire le réseau de Santiago au silence, lui coupant l'accès à la corruption même qui avait rendu son stratagème possible. Le soir venu, les trois cibles principales étaient en pleine panique. Leonardo, via son réseau de surveillance, observait leurs appels téléphoniques de plus en plus désespérés, cherchant à comprendre qui les ciblait et pourquoi. La révélation est venue lorsque Roselyne a appelé Santiago, la voix stridente de peur. « Quelqu'un est au courant. Nous, à propos de tout. L'école pense que je détourne des fonds. Les services sociaux pensent que je maltraite Nathan. Et ma famille est en train de s'effondrer. »« Calme-toi, » dit Santiago. Mais Leonardo percevait la tension dans sa voix. C'est probablement une coïncidence. Pas de chance. Ce n'est pas de la chance. Quelqu'un nous fait ça délibérément. Qui? Leonardo? Il est à Denver et il est trop faible pour réussir une chose pareille. Et puis qui? Santiago resta silencieuse un long moment. Je ne sais pas. Mais si quelqu'un nous cible, il faut accélérer le processus. Inscrire Nathan dans le système cette semaine. Pas le mois prochain. Cette semaine, Santiago, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Et tu le feras. Une fois le gamin parti et ton mari discrédité, tout cela disparaîtra. Crois-moi. Leonardo en avait assez entendu. Il activa son système de communication d'urgence, envoyant des messages cryptés à chaque membre de son équipe. Le processus s'accéléra. Les cibles prévoyaient d'agir contre Nathan dans les 72 heures. L'opération Bouclier d'Or entre en phase finale. Toutes les contraintes levées. Les gants étaient chapitre 5. Le piège jaillit. La réponse de Leonardo au calendrier accéléré de Santiago fut rapide et impitoyable. S'il voulait attaquer Nathan dans les 72 heures,
il leur livrerait une guerre qu'il n'était pas prêt à mener. Il commença par cibler le maillon faible, Carmen Sanchez. Le vieil homme buvait beaucoup depuis sa rencontre matinale avec les faux documents fiscaux, et l'équipe de Leonardo utilisa cette vulnérabilité contre lui. Miquel et Dustin suivirent Carmen jusqu'à son bar habituel où ils se firent passer pour des buveurs et entamèrent des conversations sur les excès du gouvernement et la corruption des fonctionnaires. « Tu as l'air d'un homme à problème », dit Miquel en se glissant sur le tabouret du bar à côté de Carmen. « Ce satané fisc veut me voler tout ce pour quoi j'ai travaillé, balbutia Carmen. 47 000 $, disent-ils, je dois. Bébé, la même chose est arrivée à mon beau-frère, ajouta Dustin de l'autre côté de Carmen. Il s'est avéré que son ex-femme avait déposé de fausses déclarations pour se venger. Tu as des ennemis qui pourraient faire un truc pareil? Le cerveau ivre de Carmen s'accrocha à la suggestion. Le mari de ma fille, un militaire, se croit meilleur que nous. Il n'a jamais aimé la façon dont il a traité son sale gosse. Que as-tu fait à l'enfant? Carmen rit amèrement et commença à décrire en détail l'humiliation subie par Nathan pour son anniversaire, sans se rendre compte que Miguel enregistrait chaque mot. Quand Carmen eut terminé son récit, il avait avoué les abus sexuels sur enfants, la conspiration pour commettre une fraude et révélé des détails sur le projet de Santiago de placer Nathan en famille d'accueil. L'enregistrement était une mine d'or, mais Leonardo en voulait plus. On dirait que ce militaire t'en veut, dit Miquel. Tu devrais peut-être prendre les devants. Porte plainte auprès des services sociaux pour la façon dont il traite l'enfant. Protège-toi, tu sais. Les yeux de Carmen s'illuminèrent d'une inspiration malicieuse. Ouais. Ouais, c'est intelligent. Montre à tout le monde quel genre de père il est vraiment. Le lendemain matin, Carmen Sanchez se rendit au département des services à l'enfance et à la famille et déposa une plainte officielle contre Leonardo, affirmant que l'homme maltraitait psychologiquement Nathan et que l'enfant devait être retiré du foyer immédiatement. Ce que Carmen ignorait, c'est que l'assistante sociale avec laquelle il avait discuté, Georgia Sawyer, était en réalité l'une des relations de Bruce, informée de la situation. Elle a recueilli la déclaration de Carmen, l'a enregistrée, puis a déposé un rapport qui allait déclencher une enquête, mais pas celle à laquelle Carmen s'attendait. Au lieu d'enquêter sur Leonardo, le DCFS a ouvert un dossier examinant le passé de Carmen avec les enfants, utilisant les aveux enregistrés du barreau comme preuve. En quelques heures, Carmen s'est retrouvée sous le coup d'une enquête pour maltraitance infantile, ses prestations d'invalidité étant suspendues en attendant le résultat. La chute de Laetitia est due à sa propre vanité. Encore sous le choc de son usurpation d'identité et de son humiliation sur les réseaux sociaux, elle a sauté sur l'occasion lorsqu'une prestigieuse agence de mannequins l'a appelée pour lui proposer une séance photo bien rémunérée. L'agence était fausse, dirigée par l'équipe de Dustin, mais l'offre était irrésistible, 5 000 $ la journée de travail, plus la possibilité de campagne publicitaire nationale. Laetitia est arrivée au studio, qui était en réalité un entrepôt que l'entreprise de Leonardo utilisait pour ses entraînements tactiques. Elle s'attendait à être traitée comme une star. Au lieu de cela, elle se retrouva dans une reconstitution de la fête d'anniversaire de Nathan. « Bienvenue à votre audition », dit le faux photographe. « Nous auditionnons pour une publicité sur l'humilité et la place qu'on occupe dans la société. Nous avons besoin que vous démontriez votre capacité à incarner la soumission. » Le décor était identique à celui de Nathan, un bol en métal posé par terre, de la nourriture à consommer sans couvert, des caméras filmant chaque instant. Mais contrairement à Nathan, Laetitia avait le choix. « Je ne mange pas dans un bol comme un animal », dit-elle avec indignation. « Dans ce cas, vous ne serez pas payé, et nous partagerons la vidéo de votre audition avec toutes les autres agences de la ville, leur montrant votre manque de professionnalisme. » Laetitia parcourut la salle du regard, voyant le matériel professionnel, les contrats qui semblaient légitimes, l'argent qu'il lui avait promis. Ses cartes de crédit étaient au maximum, ses comptes gelés, et elle avait désespérément besoin d'argent. Juste pour cette fois, juste pour cette fois. Leonardo observait la vidéo depuis son poste de commandement tandis que Laetitia s'agenouillait sur le sol en béton et commençait à manger dans le bol, des larmes d'humiliation ruisselant sur son visage. Chaque angle était capturé en haute définition. Chaque instant de sa dégradation était immortalisé. Mais contrairement à la fête d'anniversaire de Nathan, cette humiliation avait un but bien plus que cruel. Pendant que Laetitia était coincée dans l'entrepôt, l'équipe de Bruce fouillait son appartement, introduisant des preuves qu'il impliquerait dans le réseau de trafic d'enfants de Santiago. Les preuves étaient subtiles mais accablantes, des téléphones prépayés contenant des appels à des trafiquants connus,
des dépôts en espèces correspondant à des paiements effectués par Santiago et, surtout, des photos d'enfants placés en famille d'accueil par le biais du réseau de Santiago. Lorsque Laetitia termina son audition et reçut son paiement, elle portait sans le savoir des billets marqués qui la liaient directement à l'entreprise criminelle de Santiago. « Comment vous sentez-vous » demanda le faux photographe en s'apprêtant à partir. Humilié, admit Laetitia en essuyant ses larmes. Bien. Vous savez maintenant ce qu'un garçon de 6 ans a ressenti le jour de son anniversaire. La révélation l'a frappé comme un coup de poing. Leonardo. C'était Leonardo. C'était la justice. Et ce n'est que le début. Chapitre 6. Le filet se resserre. Santiago Cunningham avait bâti son empire criminel sur le principe qu'il était toujours le plus intelligent. Il manipulait les émotions, exploitait les faiblesses et devançait les menaces potentielles. Mais il n'avait jamais affronté un adversaire comme Leonardo Erickson. La destruction systématique de son réseau a commencé par un simple appel téléphonique. Monsieur Cunningham, ici l'agent Michel Savage de l'unité des crimes contre les enfants du FBI. Nous aimerions organiser un entretien concernant votre implication dans plusieurs affaires de disparition. Le sang de Santiago s'est glacé. Je pense qu'il y a eu une erreur. Je ne sais rien des personnes disparues, monsieur. Nous avons des documents financiers vous reliant à des paiements reçus pour faciliter le placement de mineurs en famille d'accueil. Nous apprécierions votre coopération. L'appel était authentique. Bruce avait contacté le FBI avec des preuves issues de son enquête, déclenchant une enquête fédérale légitime. Mais Santiago ignorait que ses moindres faits et gestes étaient surveillés, ses communications interceptées, ses voies de fuite systématiquement éliminées. Quelques heures après le contact avec le FBI, le réseau criminel de Santiago commença à se démanteler, chaque membre recevant des appels similaires. Assistants sociaux corrompus, juges soudoyés, passeurs de trafic, tous se retrouvèrent soudainement sous le coup d'une enquête fédérale. Mais le véritable cauchemar de Santiago commença lorsqu'il tenta de fuir. Son passeport avait été signalé dans le système, ses comptes bancaires gelés par décision fédérale et ses cartes de crédit mystérieusement annulées. Lorsqu'il tenta de réserver un vol pour quitter le pays, on l'informa poliment qu'il était sur la liste d'interdiction de vol en attendant les résultats de l'enquête. Pris au piège et désespéré, Santiago passa l'appel que Leonardo attendait. Il contacta Roslin, exigeant qu'ils se rencontrent immédiatement pour planifier leur fuite. Il faut qu'on attrape l'enfant et qu'on file, lui dit Santiago lors de leur rencontre dans leur chambre d'hôtel habituelle. Le FBI se rapproche et notre chance se réduit. Attraper Nathan. Santiago, c'est un enlèvement. C'est une modification de la garde des enfants par le tribunal des affaires familiales. Nous avons les papiers prêts. N'oubliez pas que votre père a porté plainte pour abus contre Leonardo et que mon contact au DCFS accéléra l'ordre d'expulsion. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur conversation privée était diffusée en direct dans une salle remplie d'agents du FBI, de policiers locaux et de procureurs. L'équipement de surveillance de Dustin avait transformé leur rencontre en une séance d'aveux. C'est insensé, dit Roslin en arpentant la chambre d'hôtel. On devrait juste disparaître, quitter le pays. Avec quel argent? Ils ont tout gelé. Et même si on pouvait s'enfuir, laisser le gamin derrière signifie qu'il finira par parler. Il en a trop vu, il en sait trop. Que dites-vous? Le masque de Santiago a fini par tomber complètement. Je dis que les enfants sont en liberté et qu'il faut les arrêter définitivement. Ces mots flottaient dans l'air comme une condamnation à mort. Dans la salle d'écoute du FBI, les agents échangèrent des regards noirs en réalisant qu'ils ne s'occupaient pas seulement de fraude et de corruption, mais qu'ils empêchaient un meurtre. Leonardo, qui surveillait depuis son propre poste de commandement, sentit une sensation de froid et de certitude s'installer dans sa poitrine. Santiago venait de menacer la vie de son fils sur une écoute électronique fédérale. Les gants n'étaient pas juste partis maintenant. Ils avaient été incinérés. Toutes les équipes, c'est Lyon. Leonardo a parlé dans son système de communication crypté en utilisant son ancien indicateur d'appel militaire. Le package est confirmé. Hostile avec une intention mortelle envers l'actif primaire. Autorisation accordée pour l'intervention terminale. La réponse est revenue immédiatement de Michael. Copiez cela, Lyon. Intervention terminale autorisée. Déménager à Intercept, mais Leonardo avait une carte de plus à jouer avant que son équipe ne déménage pour la mise à mort. Il a appelé le téléphone de Santiago directement. Bonjour, Santiago.
Je comprends que vous avez eu quelques difficultés ces derniers temps. La voix de Santiago était étranglée de peur. Leonardo, comment avez-vous obtenu ce numéro? Où es-tu? Je suis partout, Santiago. Je vous ai regardé, vous écoutant, en apprenant tout sur votre opération dégoûtante. Pensiez-vous vraiment que vous pouviez menacer mon fils et vous éloigner? Je ne sais pas de quoi tu parles. La fête d'anniversaire, Santiago, faisant manger mon fils de 6 ans dans un bol comme un chien pendant que vous et la famille de ma femme rient, prévoyant de me le voler et de le vendre à des pédophiles. Et juste maintenant discuter de son meurtre comme si c'était une décision commerciale. Le silence sur la ligne était assourdissant. Enfin, Santiago a trouvé sa voix. Vous ne pouvez rien prouver. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, Santiago. J'ai des agents fédéraux qui écoutent vos aveux en ce moment. J'ai des preuves vidéo de vos crimes, des dossiers financiers de votre réseau de trafic et des témoignages de vos victimes. Mais plus important encore, j'ai quelque chose que vous n'avez jamais rencontré auparavant. Qu'est-ce que c'est? Un père sans rien perdre et toutes les compétences nécessaires pour vous détruire complètement. La ligne est morte. Dans la chambre d'hôtel, Santiago regarda son téléphone avec une horreur naissante alors qu'il réalisait toute la portée de sa situation. Il n'était pas seulement confronté à l'enquête. Il faisait face à la guerre avec un homme qui avait passé des années à apprendre à éliminer les ennemis sans laisser de traces. En dehors de l'hôtel, l'équipe de Michael était déjà en position. À l'intérieur de la pièce, des caméras cachées ont capturé chaque instant de la panique de Santiago. Et dans toute la ville, les agents fédéraux préparaient des mandats d'arrêt sur la base des preuves que Leonardo avait fournies. Le piège s'était complètement fermé. Maintenant est venu le dernier acte. Justice. Chapitre 7. Pas de miséricorde. Le raid du FBI à l'hôtel Riverside est venu à l'aube, 6 heures après la confession de Santiago. Les agents fédéraux ont pris d'assaut le bâtiment avec une précision militaire, arrêtant Santiago et Roslin avant de pouvoir détruire des preuves ou fuir. Mais leur capture n'était que le mouvement d'ouverture en fin de partie de Leonardo. De son centre de commandement, Leonardo a regardé les arrestations avec une satisfaction froide. Santiago a combattu les menottes, criant ses droits et exigeant un avocat. Roslin s'est effondré en larmes hystériques, suppliant de voir Nathan une dernière fois. Les deux réactions étaient exactement ce que Leonardo avait prédit et planifié. La phase 3 complète, a-t-il rapporté à son équipe. Des objectifs principaux en détention fédérale. Des cibles secondaires prêtes à être traitées. Les cibles secondaires, Carmen Sanchez et le reste du réseau familial ont été ramassés en quelques heures. Les accusations de maltraitance des enfants contre Carmen ont augmenté lorsque les enquêteurs ont trouvé des preuves de son implication dans les opérations de trafic de Santiago. La perquisition d'appartements de Laetitia avait donné suffisamment de preuves pour la facturer comme accessoire à plusieurs crimes fédéraux. Mais la vengeance de Leonardo était loin d'être complète. Alors que le système juridique a traité ses ennemis, Leonardo a mis en œuvre sa propre forme de justice. Les images de surveillance de la fête d'anniversaire de Nathan ont été divulguées de manière anonyme à tous les principaux actualités de la ville ainsi qu'une documentation complète du réseau de trafic de Santiago et de la corruption qu'il avait protégé. La réaction du public était volcanique. Dans les 24 heures, #justice pour Nathan avait tendance sur les réseaux sociaux avec des millions de personnes exprimant l'indignation face aux abus systématiques et à la corruption. Les menaces de mort ont afflué pour toutes les personnes impliquées, les forçant à être placées en garde à vue, mais le coup le plus dévastateur est venu lorsque Leonardo a publié l'enregistrement de la chambre d'hôtel de Santiago discutant du meurtre de Nathan. Les enfants sont lâches et cela doit être lié en permanence. Les mots joués sur chaque chaîne d'information, chaque podcast, chaque plateforme de médias sociaux. La discussion occasionnelle de Santiago sur le meurtre d'un enfant de 6 ans a détruit toute possibilité de sympathie publique ou de négociation de plaidoyer. Leonardo a regardé la frénésie des médias depuis son bureau à domicile. Nathan dormant en toute sécurité à l'étage sous la protection d'une équipe de sécurité privée. Son fils ne serait plus jamais vulnérable aux monstres qui ont tenté de le détruire. Mais Leonardo n'était pas terminé. Le réseau de corruption qui avait protégé Santiago courait profondément, et Leonardo avait des preuves impliquant des dizaines de fonctionnaires, de juges et de travailleurs sociaux. Un par un, il a commencé à publier leur implication, à détruire des carrières et à déclencher des enquêtes criminelles qui s'étendaient sur des années. Le juge Alfredo Patterson, qui avait pris des pots de vin pour faciliter les manipulations de la garde de Santiago, a été arrêté pour des accusations de corruption fédérale. La travailleuse sociale Denny Best,
qui avait placé des enfants avec des familles de trafic approuvées, a été retrouvée morte dans sa cellule avant de pouvoir témoigner. Un suicide apparent que personne n'a remis en question trop près. Le détective Grover Underwood, qui avait couvert des rapports sur les enfants disparus, a complètement disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais ses comptes bancaires offshore ont été mystérieusement vidés et donnés à des groupes de défense des enfants. Chaque élimination était propre, professionnelle et complètement introuvable pour Leonardo. Ses antécédents d'entraînement militaire et de renseignement ont fait de lui un fantôme dans le système, frappant sans avertir et disparaître sans trace. Mais son chef-d'œuvre était réservé à Rosslyn elle-même. Chapitre 8. Les jugements finaux. Le procès fédéral de Rosslyn est devenu une sensation médiatique avec Leonardo qui assiste à chaque session accompagné de Nathan. Le garçon, maintenant âgé de 7 ans, avait passé des mois de thérapie pour faire face au traumatisme de son anniversaire, à l'humiliation et à la révélation de la trahison de sa mère. Leonardo avait soigneusement préparé Nathan pour ce moment, expliquant en termes adaptés à l'âge que certaines personnes font de très mauvais choix et doivent faire face à des conséquences. L'enfant a compris que sa mère avait essayé de le blesser et que son père s'assurait que cela ne s'est plus jamais produit. Le jour, Rosslyn a pris position, Nathan s'est assis dans la galerie portant son meilleur costume, tenant la main de son père avec une dignité silencieuse. Lorsque les yeux de Rosslyn ont trouvé le sien de l'autre côté de la salle d'audience, elle est tombée en panne complètement. « Nathan, bébé, je suis désolée », elle a sangloté de la barre des témoins. « Je n'ai jamais voulu que tout cela se produise. Je t'aime tellement. » Nathan a regardé sa mère avec le regard clair et honnête de l'enfance et a prononcé des mots qui hantraient Rosslyn pour le reste de sa vie. « Tu m'as fait manger dans un bol comme un chien le jour de mon anniversaire. Ce n'est pas de l'amour. » La salle d'audience se tut alors que la simple vérité de la bouche d'un enfant traversait toutes les manœuvres juridiques et la manipulation émotionnelle. Rosslyn n'avait aucune réponse, aucune excuse, aucune justification qui pourrait surmonter l'honnêteté dévastatrice de sa victime. L'accusation, armée des preuves de Leonardo, a peint une image de maltraitance systématique des enfants, de trafic et de complot qui n'a laissé aucune place à la miséricorde. La défense a tenté de faire valoir que Rosslyn avait été manipulée par Santiago, mais les enregistrements de la chambre d'hôtel ont prouvé qu'elle avait été une participante enthousiaste à la planification de l'enlèvement et du meurtre potentiel de Nathan. Le verdict a été rapide et unanime, coupable de tous les chefs d'accusation. Le procès de Santiago était encore plus court. Face à des preuves écrasantes et à la haine du public, son avocat a négocié un accord de plaidoyer, avisant libération conditionnelle en échange d'une coopération dans le démantèlement du réseau de trafic restant. Mais Leonardo a eu une dernière surprise pour Santiago. Le jour où Santiago a été transféré à la prison fédérale, sa camionnette de transport a été attaquée par des assaillants inconnus. Santiago a été tué dans ce qui semblait être une représaille d'un gang, le genre de violence qui était courante lorsque des enfants prédateurs sont entrés dans le système pénitentiaire. L'enquête sur sa mort est allée nulle part. Les caméras de sécurité ont mal fonctionné, les témoins ont disparu et les attaquants n'ont jamais été identifiés. L'alibi de Leonardo était en train de repasser. Il avait été en cours avec Nathan à l'époque, visible par des centaines de témoins. Carmen Sanchez est décédée d'une crise cardiaque en attendant le procès, provoquée par le stress de faire face à des accusations fédérales et à l'effondrement de son programme de fraude en matière de personnes handicapées. Laetitia a reçu 20 ans de prison fédérale, où elle passait chaque jour à se souvenir du goût de la nourriture pour chien et de l'humiliation qu'elle avait aidé à infliger à un enfant innocent. L'ensemble du réseau de corruption qui avait protégé Santiago a été démantelé avec plus de 50 arrestations et une réorganisation complète du service des services à l'enfance de la ville. De nouvelles garanties ont été mises en place pour prévenir la traite et Leonardo a silencieusement financé plusieurs organisations dédiées à la protection des enfants vulnérables. Chapitre 9. Un nouveau départ. 2 ans après la fête du 7e anniversaire de Nathan, Leonardo et son fils vivaient dans une nouvelle ville sous de nouvelles identités. Le programme fédéral de protection des témoins leur avait offert un sanctuaire après la coopération de Leonardo pour détruire le réseau de Santiago. Mais ce n'était que l'histoire officielle. La vérité était que Leonardo avait gagné sa liberté grâce à l'élimination systématique de tous ceux qui avaient menacé son fils. Ses compétences militaires, ses antécédents de renseignement et ses ressources illimitées avaient fait de lui une force de justice imparable dans un monde où le système avait échoué. Nathan, maintenant âgé de 9 ans, n'avait aucun souvenir de manger dans un bol de chien. La thérapie intensive dans un environnement aimant l'avait aidé à guérir du traumatisme, et il était devenu un enfant confiant et heureux qui faisait complètement confiance à son père.
Il vivait dans une maison confortable près des montagnes, où Nathan pouvait faire du vélo et jouer avec des enfants du quartier sans crainte. Leonardo avait créé une nouvelle entreprise de conseil en sécurité spécialisée dans la protection des familles contre les prédateurs et la corruption. Mais les soirs tranquilles, lorsque Nathan dormait et que Leonardo était assis seul avec ses souvenirs, il pensa parfois au choix qu'il avait fait. Le vieux Leonardo aurait pu se sentir culpabilité de la mort, des vies détruites, de la vengeance systématique qu'il avait orchestrée. Le nouveau Leonardo n'a ressenti que la satisfaction. Chaque personne qui avait participé à l'humiliation de son fils avait payé un prix approprié. Chaque membre du réseau de trafic a été éliminé ou emprisonné. Chaque fonctionnaire corrompu qui a protégé les prédateurs d'enfants était mort ou faisait face à la justice. Plus important encore, Nathan était en sécurité. Pas seulement physiquement en sécurité, mais émotionnellement en sachant que son père ne permettrait plus jamais à personne de le blesser. Le 9e anniversaire de Nathan, Leonardo lui a organisé la fête qu'il méritait toujours. 20 enfants de l'école sont venus célébrer avec leurs parents et leurs frères et sœurs. Il y avait du gâteau et de la crème glacée, des jeux et des rires, des cadeaux et de la joie. Alors que Leonardo regardait son fils souffler les bougies de son gâteau d'anniversaire, Nathan a fait un souhait et a ensuite levé les yeux vers son père avec des yeux brillants. « Qu'avez-vous souhaité, mon pote ?» demanda Leonardo. « Je souhaite que tu sois toujours mon père, » dit simplement Nathan. « Et ces mauvaises personnes auraient toujours peur de vous. » Leonardo sourit et ébouriffa les cheveux de son fils. Ces deux souhaits sont garantis de se réaliser. Plus tard dans la soirée, après que les invités soient rentrés chez eux et que Nathan dormait, Leonardo a reçu un message crypté sur son téléphone sécurisé. C'était de Bruce Landry, qui travaille maintenant avec un groupe de travail fédéral dédié au démantèlement des réseaux de traite pour enfants. La nouvelle opération a besoin de votre expertise. Réseau international, protection contre les Eagles, dizaines d'enfants disparus. Intéressé, Leonardo a regardé le message pendant un long moment, puis a regardé vers la chambre de Nathan, où son fils dormait paisiblement. Il y avait plus d'enfants qui avaient besoin d'une protection, plus de prédateurs qui avaient besoin de faire face à la justice. Des fonctionnaires plus corrompus qui pensaient être intouchables. Il a tapé un seul mot, envoyer des détails. Leonardo Erickson avait appris la leçon la plus importante de sa vie. Lorsque le système ne protège pas les enfants innocents, il faut parfois un père sans rien perdre et tout pour se battre pour bien régler les choses. Et il était très bon pour bien régler les choses. La guerre pour la sécurité des enfants n'a jamais pris fin. Mais maintenant, il y avait un soldat qui n'arrêterait jamais de se battre, ne ferait jamais de miséricorde aux prédateurs et ne pardonnerait jamais ceux qui blessent les innocents. Le garçon qui avait une fois mangé un gâteau d'anniversaire d'un bol de chien dormait maintenant en toute sécurité sous la protection d'un homme qui devenait quelque chose de bien plus dangereux que ses ennemis ne l'avaient jamais imaginé. Un père avec des ressources illimitées, des compétences spécialisées et absolument aucun pardon pour ceux qui ont menacé son enfant. La justice avait été rendue et elle avait un goût meilleur que le gâteau d'anniversaire. C'est là que notre histoire touche à sa fin.